Des sifflements vigoureux m'annoncent souvent la présence de la citelle dans les arbres ou bien c'est le bruit des coups de bec énergiques qu'elle assène sur le tronc ou sur quelques graines récoltées aux environs. À en juger par la sonorité, ce devrait être un oiseau assez gros, et l'on est surpris de ne voir qu'un petit passereau, de la taille d'un moineau, fuseau un peu court et trapu, au dos gris-bleu, qui chemine en tous sens contre l'écorce. De plus près, le jaune roussâtre des parties inférieures, le brun marron de ses flancs, le bandeau noir qui partage les côtés de la tête entre calotte grise et gorge blanche, sont des traits qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Dans l'art de grimper, la citelle jouit de possibilités bien supérieures à celles des pics et des grimpereaux. Elle n'a pas besoin de s'appuyer sur les plumes de la queue, d'ailleurs courte et molle. Toute la force se ramasse dans ses pattes, dont le tarse est court, dans les doigts robustes et armés de griffes puissantes. Elle peut donc escalader les arbres en tous sens et, toujours en courant, elle descend la tête en bas avec autant d'aisance. On remarque que la citelle se déplace contre les troncs, non tout à fait à la verticale, mais obliquement par un déplacement latéral, les ongles acérés, s'accrochant à une large surface et les pattes écartées, l'une agrippée en haut et l'autre en bas, comme appui, jamais parallèle. Elle est montée en spirale. Il lui arrive de se percher en travers d'une branche, mais elle ne fréquente guère les rameaux minces où se plaisent les mésanges. De temps en temps, elle grimpe le long d'un mur ou d'une maison. On la voit peu au sol, sauf quand elle construit son nid. Elle s'y meut en sautillant. De brèves envolées d'un arbre à l'autre lui suffisent dans la plupart de ses déplacements. Quand elle parcourt une distance un peu longue, son vol rapide devient plus onduleux, car à chaque série de battements succède un temps où les larges ailes se referment. Dans la règle, la citelle évite de survoler les espaces découverts. L'observation de cet oiseau donne beaucoup de plaisir, non seulement à cause des attitudes singulières qu'il prend, de son agilité, de son répertoire de cris, mais encore parce qu'il déborde d'activité. À lui seul, il anime un bois. Après avoir passé la nuit solitaire dans un trou ou dans la cavité de nidification, la citelle se met tôt en quête de nourriture, et il semble qu'elle ne se repose guère. Toutefois, des pauses régulières interrompent son travail. Immobile et silencieuse sur une branche, elle jouit de quelques minutes de détente. En explorant les écorces, elle découvre des quantités d'insectes, coléoptères, forficules ou perce-oreilles, diptères, fourmis, chenilles, œufs et larves, dont elle fait une forte consommation toute l'année. Les araignées et les petits mollusques ne lui échappent pas non plus. Beaucoup de ces proies sont extraites avec le bec des fissures et des anfractuosités, au besoin en arrachant un lambeau d'écorce. Courant le long des rameaux et les inspectant par un mouvement rapide de la tête à gauche et à droite, elle ne manque pas les bestioles, qui s'abritent à la face inférieure, surtout par temps pluvieux. Enfin, elle sait capturer au vol l'insecte qui s'enfuit, cueillir la chenille sur une feuille ou même tomber à terre sur un grillon. Les aliments végétaux sont tout aussi importants pour elle, et même bien davantage à la mauvaise saison. Ce sont les graines qu'elle recherche, celles des conifères, des érables, des charmes, des tilleuls. Les faines, les glands, les noisettes, les baies et les semences les plus variées, et même les céréales qu'elle va cueillir jusque dans le crottin sur les routes.
En hiver, la citelle visite régulièrement les places de nourrissage des fenêtres et des jardins, et l'on peut aisément remarquer comme elle s'empare de plusieurs graines ou d'une noisette et les emporte pour les manger ou les cacher ailleurs. Dans une crevasse d'écorce ou quelque étau analogue, elle coince solidement son butin, puis elle se poste au-dessus, la tête en bas, bien arc-boutée sur ses pattes, et commence à marteler l'objet à grands coups de bec pour en briser l'enveloppe. Elle agit de même avec les gros insectes chitinés. Aucun pic ne prend cette position pour exécuter le même travail, pas plus qu'il ne dévale le long des troncs. La citelle seule peut se le permettre. L'activité incessante dépasse souvent son but, en ce sens que l'oiseau récolte plus qu'il ne peut consommer. Son habitude de fixer les graines dans l'écorce le pousse à les dissimuler un peu partout le long de ses courses, dans des fissures, des trous et même dans la terre, souvent en les recouvrant de quelques brins de mousse ou de lichen. Faut-il y voir des provisions réunies pour les jours de disette ? J'en doute, et j'y verrai plutôt la satisfaction d'une manie de receleur. D'ailleurs, ces cachettes sont bien vite oubliées, même si les explorations minutieuses et quotidiennes de son domaine permettent à la citelle d'en retrouver une partie. On peut admettre pourtant que leur nombre extraordinaire dans un territoire restreint assure largement les besoins du couple, non sans profiter aussi aux pics et aux mésanges du secteur. La citelle se tient volontiers sur les écorces épaisses, rugueuses et crevassées. Aussi montre-t-elle une nette prédilection pour les grands et vieux arbres, chênes, érables, châtaigniers et noyers en particulier. On la trouve surtout dans les bois et les futaies claires de feuillus, purs ou mêlés de conifères, dans les parcs et les vergers. Les peuplements purs de résineux lui sont moins favorables, sauf peut-être ceux de mélèze, et elle s'y raréfie fortement. Elle y suit en général les pics pourvoyeurs de logements, surtout le pic noir. Le territoire, dont l'étendue est fort variable, joue un rôle capital dans la vie de la citelle. Elle s'y nourrit et y multiplie les cachettes d'aliments, elle y dort et s'y reproduit, elle le défend de son mieux ou le conquiert de haute lutte. Sa possession justifie ses cris et son intolérance, mais elle y vit toujours à deux toute l'année. Le couple, en général, s'unit pour la vie et reste fidèle à son territoire. Le jeune mâle se cantonne volontiers en juillet déjà et ne tarde pas à s'associer à une femelle de son âge. D'abord confiné à la périphérie d'un territoire d'adultes, il devient agressif en septembre et élargit son bien aux dépens des propriétaires, qui doivent souvent céder du terrain de toutes parts devant les empiètements. Puis les froids d'automne calment cette ardeur et les frontières établies au début d'octobre restent acquises pour l'hiver, si de nouveaux arrivants ne déclenchent pas des luttes intempestives. Les fiançailles commencent donc très tôt et une citelle ne reste jamais longtemps solitaire. En février, les chants atteignent leur apogée et les disputes se rallument. Chaque couple tente d'agrandir son territoire et doit faire face aux intrus décidés à se battre pour conquérir une place. Sur les limites, la tension monte, les voix s'excitent, les citelles se menacent. Tantôt elles ébouriffent les plumes brunes des flancs, tantôt elles relèvent la queue étalée, montrant ses taches blanches et dressent le bec obliquement. L'envahisseur qui attaque avec résolution provoque un combat acharné, voire mortel. Accrochés par leurs griffes, les adversaires roulent à terre et se maltraitent à coups de bec. Et c'est souvent le plus jeune, le plus déterminé, qui évince le propriétaire de son canton et prend même possession de sa femelle. Mais ce sont les bois surpeuplés qui assistent à de telles révolutions. Ailleurs, les oiseaux sont moins belliqueux.
Au beau jour, l'inspection des trous commence. Le mâle se lance en vol plané, les ailes et la queue étamées, entre dans une cavité et regarde la femelle de la fenêtre, repart et revient jusqu'à ce que la compagne arrive. Parfois, il jette des débris dehors. La femelle se met bientôt à vider les cavités utilisables et la construction du nid commence au lieu choisi par elle. Le nid de la citelle est toujours établi dans une cavité, d'habitude un trou d'arbre, volontiers une loge de pique ou un nichoir artificiel. De temps en temps, des citelles s'installent dans un trou de mur ou de rocher. On a cité exceptionnellement des cavités creusées par elles-mêmes dans du bois tendre, des trous dans la terre d'un talus, des terriers d'hirondelles de rivage. D'habitude, c'est entre 2,50 m et 6 m, ou bien plus haut au-dessus du sol. Le torche-peau mérite bien son nom par le travail de maçon si original qu'il accomplit à cette époque. Trouvant l'entrée de son logis trop large, la citelle s'empresse de la rétrécir à sa mesure. La femelle s'y occupe, tandis que le mâle chante et veille à sa sécurité. Il n'apporte des matériaux que rarement, et plutôt à titre symbolique ou pendant l'incubation. On peut observer la citelle apportant à la pointe du bec une petite boulette de mortier, de la terre argileuse, de la boue grasse, parfois du crottin. Elle la pose à la place voulue, la répartit et l'étalait comme avec une truelle et, le dépôt une fois séché, elle le martèle du bec pour parfaire l'ouvrage. En 2 semaines au plus, par étapes, l'entrée trop vaste est fermée d'une paroi épaisse de 2 à 6 cm où un orifice irrégulier laisse tout juste passage à l'oiseau. Dans les nichoirs, les citelles cimentent toutes les fissures intérieures. S'il n'est pas nécessaire de rétrécir encore l'entrée, elles collent quand même quelques boulettes au-dessus pour satisfaire leur instinct. Leur maçonnerie, très dure et résistante, peut tenir des années. Tout ce travail est exécuté en mars, de même que la confection du nid proprement dit. Un nid bien grossier, certes, et très différent des jolis berceaux de mousse et de crin que font les mésanges. Sur un remplissage facultatif de débris de bois, c'est un entassement en spirale de matériaux secs et légers. Les minces écailles recueillies sur l'écorce des pins sont les préférées des citelles, mais à défaut, elles emploient des feuilles sèches, des écorces de bouleau ou de sapin, des copeaux. Au centre de cet amas sans cohésion, de cette litière plutôt, se dessine la dépression destinée aux œufs. Quelques jours avant de pondre, la femelle séjourne longuement dans le nid et y passe dès lors toutes ses nuits. Le mâle l'accompagne chaque soir avant de se retirer dans son propre trou. En avril ou en mai, elle dépose ses 6, 7 ou 8 œufs jour après jour et les enfouit plus ou moins dans le nid avant de couver. L'incubation commence tantôt à la ponte complète, tantôt en cours de ponte ou après un jour de pause et dure en moyenne 15 jours, extrême 12 et 20 jours. Pendant tout ce temps, le mâle qui ne couve pas nourrit la femelle, l'accompagne lors de ses sorties et veille aux alentours. C'est une période de discrétion extrême. Plus de chants, plus de cris. Ceux-ci reprendront un peu dès l'éclosion de la nichée. Les jeunes citelles, grandissant lentement, leur séjour au nid dépasse en durée celui des autres passereaux, puisqu'il est de 24 jours en moyenne, extrême 19 et 28 jours. Les 2 parents les nourrissent et évacuent consciencieusement les balles de fiente. Jusqu'au 16e jour, leur mère les couvre la nuit. Après la sortie, les petits ne reviennent plus au nid. La bruyante famille se promène dans les environs pendant 1 à 2 semaines, puis elle se dissocie. Les jeunes devenus indépendants se séparent des adultes, errent en petits groupes lâches, ou bien se cantonnent déjà. Les citelles ne quittent leur territoire que sous la contrainte. Les adultes sont sédentaires et ne s'écartent guère en hiver, à plus d'1 kilomètre de l'arbre où ils ont niché. Femelles et mâles dorment chacun dans leur trou respectif.
Dans la règle, les jeunes s'établissent à moins de 10 km du lieu de naissance et, même s'ils rallient temporairement les rondes des mésanges et des roitelets passant dans le secteur, ils sont peu enclins à s'éloigner. C'est au montage pour mes vidéos que j'avais remarqué des anomalies dans ce nichoir. Regardez bien entre l'œuf numéro 1 et le 2. Ce n'est pas facile, je vous dirai la réponse un peu plus tard. La citelle a pondu ses œufs et un autre oiseau. Des fois, c'est la crise du logement. Une bonne semaine après, nous retrouvons le nid de citelle et son énigme. Les œufs sont toujours cachés dans les feuilles mortes et on aperçoit un oisillon. Je suis en arrêt d'image. Malheureusement, un jeune est mort et ce n'est pas une citelle. Le couple de citelles torche-peau a commencé à calfeutrer le couvercle pour m'empêcher de l'ouvrir. À l'intérieur, superbe. La femelle couve ses petits. Constatez que les feuilles bougent en dessous. Je ne dirai pas encore la réponse à notre énigme. Quelques jours plus tard, je reprends le chemin de Saint-Barthélemy. Je retrouve le nichoir de la citelle qui travaille bien. Elle n'est pas souvent en RTT. Voici le résultat. 2 mésanges bleus et une citelle torche-peau qui sont nourris par les parents citelles. Tout simplement un couple de mésanges bleus ayant pondu s'est fait évincer par le couple de citelles torche-peau qui a adopté ses œufs et pondu les siens propres. Mystère de la nature. C'est bien ça, 2 mésanges bleus et une citelle. On voit bien maintenant les couleurs des plumes. Ces 2 dernières vont bientôt s'envoler au bout de 18 jours, il ne restera que la citelle.
Je retourne encore une autre fois pour vérifier ce nichoir. Comme je vous ai dit auparavant, il ne reste que cette citelle qui va bientôt aussi s'envoler. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre, rien n'est plus